Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le conseil de la semaine. Aujourd'hui, je vous explique comment réaliser votre panel technique en MMA, qui que vous soyez, compétiteur, loisir, coach. On va vraiment regarder sur plusieurs points les meilleurs moyens de pouvoir réaliser son panel, réaliser son éventail technique pour pouvoir et progresser, pour pouvoir et préparer ses combats et pour pouvoir aussi faire progresser ses élèves si vous êtes coach. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur la question de la progression, où un des éléments qui me semblait très important, c'était pour progresser, être capable de lister les techniques que vous connaissez, les techniques que vous avez apprises et les techniques que vous maîtrisez. Pour moi, c'était se constituer, au-delà de l'entraînement, se constituer physiquement, entre guillemets, par écrit, son arsenal technique. Je pense que c'est très très important car ça vous permet de savoir où vous en êtes dans votre apprentissage et connaître un petit peu l'étendue de votre savoir. Voir si vous avez des manquements, par exemple. Tiens, cette zone-là, dans la prise de dos, par exemple, prendre le dos étranglé, je maîtrise pas très bien. Donc, ça vous poussera à aller apprendre, à aller comprendre la technique et étoffer votre arsenal technique. Ok? Donc, comment se constituer son arsenal technique? Euh, c'est très simple. Je pense que la première des choses, le point le plus important, c'est d'arriver d'être exhaustif dans l'apprentissage et dans les listes de techniques. On pourrait vouloir rapidement résumer, choisir des techniques qui nous conviennent mieux et partir sur l'essentiel. Se dire, ok, debout, je ne veux connaître que 3 combinaisons de boxe. En lutte, je ne veux connaître que 2 takedowns, etc., etc. En se disant, plus je vais maîtriser peu de techniques, mieux ce sera. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur car là, c'est une vision uniquement offensive. On va revenir après dessus. Ça veut dire que vous partez du principe que vous allez vous exprimer seul face à quelqu'un. Alors effectivement, vous allez bien maîtriser la technique, sûrement, parce que vous la répétez, 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 mais peut-être que vous ne connaîtrez pas les techniques adverses, parce que vous n'avez pas été exhaustif dans votre apprentissage. Et peut-être que vous maîtrisez bien le 1-2, mais que vous avez mis de côté le jab cross et vous avez mis de côté le cross jab, par exemple. Et vous allez avoir un adversaire qui, plutôt que d'envoyer le 1-2, vous le connaissez, le timing, il va vous envoyer l'inverse et vous allez vous faire connecter. C'est pour ça qu'il est très très important de tout maîtriser. Vous êtes bon pour mettre des triangles, vous travaillez sur les triangles, vous connaissez tous les détails sur le triangle, mais vous avez laissé de côté les clés de jambes. Et vous arrivez en compétition, hop, le gars saute dans vos jambes, vous n'avez pas eu le temps de réagir, vous ne connaissez pas les principes de base pour pouvoir mettre une clé de jambe et vous faites soumettre. Parce que vous avez refusé de voir l'ensemble de ce qui existe et vous êtes concentré que sur vous et votre offensive. Ok? Donc, premier point le plus important, quand on va faire son arsenal, on doit rester exhaustif. Et après, à l'intérieur, on sélectionnera ce dont on a besoin pour la victoire. Ok? Tout en ayant, bien évidemment, la connaissance de tout ce qui pourrait vous arriver. Ça va? Ça, c'est le premier point. Il faut être exhaustif. Ensuite, je pense qu'il faut individualiser. Donc, une liste de techniques, elle doit être individualisée, entre guillemets, hein, mais je vais vous donner un peu les choses. En fonction que vous la faites en tant que pratiquant, vous êtes compétiteur, vous avez besoin de vous constituer une liste de techniques, savoir où vous en êtes, ou vous êtes pratiquant uniquement, vous n'allez pas avoir la même liste que le coach, par exemple. Ça va? Donc pour moi, il y a le pratiquant, compétiteur, loisir, qui cherche à progresser, qui cherche à avoir un éventail large. Le coach, qui va avoir un gros arsenal technique, peut-être un peu plus important aussi, qui lui permet de savoir où est-ce qu'il en est dans l'année. Est-ce qu'on a tout couvert ou est-ce que je dois faire des rappels sur cette zone du combat, etc. Et puis aussi en fonction de l'âge. Donc les listes techniques pour l'apprentissage pour les enfants, par exemple, va être différente. Ça va? Je pourrais vous donner un exemple. Alors, je vais mettre ici, je vais essayer de donner un exemple. J'ai une liste pour mes élèves de ce que j'attends d'eux pour un premier combat. Donc, c'est une liste de techniques qui est beaucoup moins exhaustive que ma propre liste en tant que coach.
Donc cette liste, elle va être plutôt un peu plus ouverte. Genre, je vais leur demander de maîtriser des basiques, le triangle, la guillotine, l'anaconda par exemple, et de maîtriser encore deux soumissions à eux, personnelles. Donc ça leur permet de garder une liberté. Donc certains vont me dire, bah moi c'est la clé de genou, quelqu'un d'autre, moi c'est la kimura parce qu'elle passe souvent, etc. Et ça permet aussi d'avoir en fonction du profil. Vous voyez? Et puis bah moi par exemple j'ai ma propre liste qui est beaucoup plus importante. Voilà, ça rentre dans un classeur et, euh, et puis bah enfin voilà, c'est un peu plus complet quoi. Donc ça me permet de, j'ai un peu arrêté de l'utiliser parce que sinon c'est beaucoup trop quoi. C'est vraiment beaucoup trop. Mais ça pourrait être une sorte d'encyclopédie de la technique pour le coach. Ok? Et puis j'ai aussi, quand je vous parlais, hein, liste pour les enfants. Ça c'est pour les cours de lutte folk style des enfants de 6-9 ans. Alors là, on est sur beaucoup plus simple. Hop. Et on va revenir dessus sur les termes utilisés, beaucoup plus simple. Donc il y a les termes pour eux, les termes euh, imagés, et puis des termes, les termes officiels, entre guillemets, des techniques. Et puis c'est un petit peu plus lumineux, c'est un peu plus ludique. Par contre, c'est beaucoup plus refermé, mais à l'entraînement, je suis un peu plus exhaustif. C'est-à-dire qu'il voit beaucoup plus de techniques que les attendus. Ok, on est sur le deuxième point. Maintenant, on va passer au troisième. Alors, le deuxième, c'était individualiser. Le premier, c'est avoir vraiment en tête qu'on doit être exhaustif et qu'il faut être large. Deuxième, individualiser. Troisième, il va falloir cataloguer et discriminer. Alors, cataloguer et discriminer, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, tout d'abord, il faut comprendre que la discrimination, le catalogage, même si c'est des termes qui peuvent paraître négatifs, ça a été essentiel pour mieux comprendre le monde. C'est essentiel pour mieux comprendre le monde. Un enfant a besoin d'un champ lexical, de connaître les couleurs pour décrire le monde, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, de savoir ce qui est... enfin, plein de choses sur la question de la sécurité, ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas, les principes de, ouais, de propriété, enfin, tous ces éléments-là vont lui permettre les formes, vont lui permettre de bien comprendre le monde, le décrire, se sentir en sécurité et mieux l'appréhender et interagir avec. Enfin voilà. Donc cataloguer, discriminer, et on va en parler après sur le quatrième point, c'est essentiel. Alors là, comme on est sur quelque chose d'assez personnel, je vous propose bien évidemment les trois, dans le catalogue, les trois grandes familles, les trois grandes dimensions. Donc vous allez avoir le striking par exemple, votre première dimension, où vous allez cataloguer toutes les techniques que vous connaissez, le grappling MMA, et la lutte MMA. Ça va? Donc après, à l'intérieur, vous allez mettre des sous-catégories. En striking, peut-être que... Moi, personnellement, je préfère les cataloguer par distance. Distance longue, type entrée karaté, utilisation des kicks, rentrer-sortir, blitz. Mi-distance, on aura plutôt des combinaisons de kickboxing, de boxe anglaise, les contres, c'est encore un autre exemple, et puis la distance courte, donc qui sera vraiment in the pocket, avec des combinaisons très, très, très compactes, ou alors encore dans le grappling de boxe, dans le dirty boxing. Voilà, ça peut être une discrimination possible. Après, vous pouvez choisir, avoir vos combinaisons de boxe thaï, vos combinaisons de kickboxing, vos combinaisons de boxe anglaise et de taekwondo. Et là, encore une fois, vous êtes un combattant de boxe anglaise, vous aurez votre arsenal de boxe anglaise. Par contre, vous devrez avoir dans votre listing au moins l'étude de ce qui se fait en dehors. Donc par exemple, on ne reste pas focus que sur la boxe anglaise. On va étudier un petit peu les kickboxers, quelles sont leurs combinaisons favorites. Le mec qui fait du kickboxing hollandais, 1, 2, 3 low kick, c'est un classique. Vous devez être capable de le mimiquer et vous devez être capable de le bloquer pour pouvoir combiner en boxe anglaise. C'est là où je vous demande d'être exhaustif dans l'apprentissage, mais pas de tout maîtriser parfaitement dans l'offensive, mais de comprendre pour pouvoir
court-circuiter le style adverse, hein. C'est vraiment ça l'idée. Ok. Dans le catalogage, vous diminuez au fur et à mesure. Donc là, on était sur la longue distance. Après, vous pouvez à longue distance. Enfin, vous pouvez diviser par catégorie au fur et à mesure. En grappling, vous pouvez faire celui qui est en dessous, les positions que vous avez quand vous êtes en dessous, en side, dans la garde, en demi-garde, etc. Et puis si vous êtes au-dessus, quel est l'arsenal technique que vous apprenez, que vous connaissez ou que vous pouvez rencontrer. Voilà. Donc ça, c'est la discrimination, elle est importante et ça va vous donner une sorte de schéma exponentiel, en arbre comme ça, avec des branches à chaque fois et puis à nouveau des nouvelles branches et au bout les techniques. Ok. Vous, ça vous permettra en plus de mieux enchaîner dans votre pratique ce qui peut se produire si vous êtes en demi-garde, en dessous, en demi-garde, eh bien, comment les 5 sorties possibles, renversement, voilà, vous avez 5 possibilités, vous essayez une, vous passez à l'autre, puis hop, 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 vous avez 5. Si vous êtes au-dessus, eh bien, vous serez en demi-garde au-dessus, vous aurez 5 possibilités, tentative de Kimura, prise de monte avec le knee cut, etc., etc. Et donc, vous, si vous êtes en dessous, comme vous connaissez ce que vous pouvez faire quand on est au-dessus, vous saurez, voilà, vous avez compris, court-circuiter l'offensive adverse, donc défendre. Ça va? Alors, ensuite, là on passe, je vous en ai parlé, hein, c'était important de discriminer. L'autre point, c'est le champ lexical. Le champ lexical, c'est les mots que vous mettez sur la technique. La technique, comment je pourrais dire ça? Plus vous allez avoir de champ lexical, plus ça va être simple de comprendre le monde et de l'expliquer et de l'appréhender. Donc on a catalogué, discriminé, qui est important, et il y a aussi le champ lexical. Okay, c'est pour ça que en Amazonie, par exemple, ils ont un gros éventail pour définir le verre. Il faut avoir 20 manières de définir le verre. Eh bien, nous, c'est pareil. On doit avoir un champ lexical assez important dans la technique. Parce que pour la même technique, des fois, vous allez avoir plusieurs manières de le dire. Donc, vous devez faire un effort là-dessus. Moi, je vous invite grandement. Je sais que peut-être qu'il y a pas mal de Français qui vont écouter la vidéo, qui sont assez attachés à ça. Mais on nous a souvent critiqué avec Chris d'utiliser beaucoup de mots anglais dans la description du MMA. Mais il est extrêmement important de bien maîtriser le nom anglais des techniques pour pouvoir étudier les techniques, pour pouvoir avoir du contenu de qualité, notamment sur YouTube. Donc, moi, ce que je fais, c'est pour vous montrer, hein, je fais ça avec les enfants. J'ai les termes français simplifiés pour l'apprentissage de la lutte. Donc, par exemple, une single leg, on appelle ça running the pipe. Donc, tu es en train de chevaucher un tube. Donc, c'est quand vous tenez la jambe et que vous avez attrapé avec vos deux jambes. Avec les enfants, j'appelle ça le balai de sorcière. J'appelle ça le balai de sorcière. C'est le terme qu'ils apprennent quand ils ont 5-6 ans. Et en même temps, ils apprennent que c'est une single leg running the pipe. Donc j'utilise les deux termes. Okay, à partir d'un certain âge, on oublie balai de sorcière et c'est que running the pipe, single leg running the pipe, etc., etc. Et donc sur leur liste technique, j'ai les deux. J'ai par exemple donc le double leg, attraper les deux jambes, ça va, ça s'appelle double leg. Et puis après, par exemple, double leg drive, c'est double leg je conduis. Donc je fais la traduction, comme ça ils savent que c'est je cours et puis je tourne les jambes. Le blast double leg, bon ça on l'appelle le blast, ça va, ils le retiennent. Mais comme je vous ai dit, on a... Enfin, il y a plein de trucs. Le cowboy duck under, donc le duck under en lutte, j'appelle ça le plongeon du tigre. Il y a tout un système autour qu'ils comprennent en français, et au fur et à mesure, je leur mets de l'anglais en tête, et ce qui leur permettra de mieux comprendre. S'ils font de la recherche de DVD sur Internet, d'avoir les termes anglais, c'est important, c'est important. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien décrire la technique quand vous l'écrivez, de la chercher en anglais, le nom de la technique. Donc, imaginons que vous travaillez sur debout. Vous êtes sur la partie, la sous-partie contre debout, check hook. Ok.
Donc, crochet du gauche, le contre du gauche, tu vois, contre-crochet du gauche. Eh bien, pour moi, ce contre-crochet du gauche, si vous voulez avoir un maximum d'informations, il faudra le noter check hook. Ok. Euh, Comme ça, vous pourrez faire votre recherche sur YouTube, vous pourrez discuter si vous partez à l'étranger, vous saurez de quoi vous parlez. Ok. Vous pouvez mettre les deux, hein, comme j'ai fait en français et puis en anglais, c'est pas un problème. Mais il vous faut étoffer votre champ lexical. Et ça, je le demande aussi à mes élèves. Je leur dis, quand ils me posent des questions, ok, c'est quoi les mots? Les gars, il faut que vous appreniez les termes des techniques pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre. Voilà. Ça, c'était le troisième ou le quatrième point. Et ça demande un peu de recherche aussi, hein. Ça demande, même pour les coachs, un peu de recherche. Quels sont les mots qui sont utilisés? Vous verrez que, en fonction de l'endroit, en fonction de la région, il y a plusieurs mots pour dire la même chose. C'est pas grave, hein, il faut, c'est des synonymes, c'est tout, puis c'est comme ça. Ok. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Ah oui. Le dernier point, c'était sur le support. Sur quoi écrire, comment faire, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut un support. Je pense que le cerveau, c'est intéressant, mais enfin, voilà, on oublie, on n'a pas une vision d'ensemble. Donc, moi, j'aime bien avoir un support. Avant, j'aimais bien un support écrit. Donc, j'avais un cahier sur lequel je notais avec mes mots. Je dessinais rapidement un peu la technique. Ça, c'était des choses que je faisais. Et puis, quand je rentrais, je recherchais. Ok. Maintenant, je fais plutôt des PDF. Donc, je fais une liste du nom technique, etc. en anglais. Et quand je la distribue, par exemple, à mes élèves pour les attentes, eh bien, un, c'est les mots que j'utilise à l'entraînement. Et deux, s'ils recherchent à voir la technique, ils ont juste à chercher sur Google et ils auront les techniques par des Américains, par des Anglais. Ça aurait été bien en russe parce qu'ils ont quand même un très très bon niveau technique. Mais on a peu accès à ce savoir-là, hélas, hélas, hélas. Voilà, et puis sur papier, là, comme je vous ai montré aussi, c'est des choses qui se font. Et alors, il y a un de nos abonnés qui parlait de ça, et je trouve ça super intéressant. Lui, il a fait une liste de vidéos YouTube des techniques. Il a mis ça dans ses notes, avec les liens des vidéos YouTube. Mais ça pourrait être une idée de faire des playlists, que vous fassiez vous avez votre propre abonnement YouTube, vous faites votre playlist, grappling, et je ne sais pas si on peut faire des sous-dossiers, mais voilà, grappling, différentes techniques, tac, 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 ça peut être intéressant. Lui, il avait fait sa liste, et puis j'imagine ses dossiers. Donc ça, c'est peut-être aussi un truc à réfléchir si vous êtes un peu moins papier et crayon, si vous êtes plus sur les nouvelles technologies, de réfléchir de cette manière-là. Parce qu'on n'avait pas accès avant, quoi. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour sur comment développer son arsenal. Donc je rappelle, là, c'est vraiment... c'est pas sur le tatami là que vous allez progresser, hein. C'est vous posez un jour de repos, ou en rentrant l'entraînement, et vous notez ce que vous avez appris, vous notez un petit peu, vous regardez l'ensemble, où sont mes trous, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois connaître. Euh, Sachez que, ça c'est un dernier point, sachez que vous êtes le fruit de votre travail. Alors, c'est pas forcément un très bon terme. Mais souvent, on se croit pas fort dans une position en se disant, c'est comme ça, moi je j'aime pas cette position-là, je la maintiens mal, ou ce genre de choses. Et c'est faux. Donc par exemple, si vous avez un mauvais pourcentage de maintien de dos, voilà, vous prenez le dos, mais à chaque fois vous perdez la position. Et vous dites, j'arrête de prendre le dos, je préfère rester en side pour trouver mes soumissions. Eh bien, ça veut dire euh, que cette fenêtre-là, de la prise de dos, elle doit être comblée. C'est pas genre, vous êtes nul pour prendre un dos, c'est il vous manque l'arsenal technique pour pouvoir bien prendre un dos. Et donc vous allez étudier, vous allez travailler sur ce truc-là. Voilà, ça c'est le dernier truc. Ne pensez pas que vous êtes limité dans vos capacités. On se limite tout seul. Et prenez bien ça en compte. Si vous avez des points faibles, c'est souvent parce que techniquement, il va vous manquer des choses. Il va vous manquer du savoir. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour sur comment développer son arsenal, comment le cataloguer
comment le créer, l'arsenal technique. Je vous invite, hein, c'est toujours pareil, pour progresser, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est une analyse sur vous-même, c'est une ouverture aussi à l'immensité de ce qui peut exister en technique dans les arts martiaux. Parce que là, on parle de MMA, hein, mais c'est des arts martiaux mixtes. De voir que c'est quasi un puissant fond. Donc, vous allez peut-être le faire sur une période, puis arrêter, hein, ça, bien évidemment. Mais en tout cas, cette démarche-là, de la faire sur papier, peut-être qu'après vous la ferez intellectuellement aussi, intellectuellement pour savoir un petit peu où vous en êtes, faire voilà, votre propre évaluation. Et l'évaluation, c'est aussi ce qui fait progresser, ce qui vous permet de faire monter votre projet vers l'avant. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris certaines choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas de cet outil-là pour progresser. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des recommandations, ça sera avec plaisir que je vais vous lire et tenter d'y répondre. Je vous remercie à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.